Merci à Méline Autombe d'être avec nous ce soir. Vous suivez dans ce cycle La Voix au chapitre, vous suivez Nicole Notat et vous précédez Laurence de la Ferrière. C'est dire la place légitime et naturelle que porte aux femmes le cycle La Voix au chapitre, organisé par le Conseil général, et j'en profite pour saluer messieurs Leménaire et de Nicolaï, qui sont vice-présidents du Conseil général. On parlait des femmes. Un mot sur la place des femmes, le féminisme. Vous faites partie d'une association qui s'appelle les Chiennes de Garde. Pour moi, c'est même C'est pas... sérieux? Oui, très sérieux. Pour moi, et vous avez des militantes ici. Ah. Voilà. Écoutez, pour moi, on peut parler de féminisme, mais moi, j'appelle ça simplement du civisme. C'est une association qui est née en protestation contre l'injure sexiste en politique. Quand on dit sexiste, c'est pas seulement vis-à-vis des femmes, hein, ça peut aussi être vis-à-vis des hommes, même si jusqu'ici, il faut bien reconnaître que les femmes ont subi beaucoup plus d'injures sexistes que les hommes en politique. Nous pensons tout simplement que les femmes politiques sont tout aussi critiquables que les hommes politiques, mais pas pour des raisons sexuelles. Donc on peut les attaquer pour leur action politique, mais en aucun cas parce qu'elles sont des femmes. Vous avez 15 ou 20% sont d'accord avec vous. Je pense que tout à l'heure... Voilà. Là, c'est déjà presque 80%. Bravo. Il est vrai que vous avez beaucoup de monde ce soir à ce cycle. Il est vrai que vous détenez de records, que vous êtes un personnage d'exception, même si votre modestie vous honore. Et contrairement aux champions sportifs, dont la carrière est limitée, cela risque de durer. Je suis désolée. Et nous, on est très contents. Alors d'habitude, je présente les invités en parlant de leur vie, et puis ensuite, avec Stéphane Courgeon, on parle de l'œuvre. Et là, on s'aperçoit que pour vous, la vie et l'œuvre sont étroitement mêlées. Donc je vais peut-être un tout petit peu empiéter, avec la permission de Stéphane Courgeon, sur la deuxième partie. Naissance au Japon, votre père est diplomate, il est toujours diplomate, il est ambassadeur, ça n'est pas confidentiel? Si, il est diplomate à Rome, oui. Diplomate à Rome. Il est ambassadeur de Belgique? Voilà, de Belgique. Oui. Ah ouais. Vous vivez d'ailleurs entre Bruxelles et Paris, et vous trouvez que le public belge est plus spontané et plus familier que le public français. On le verra aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en Belgique, on n'a pas tellement la notion de la célébrité. Quand on croise une personne connue dans la rue, on lui parle comme on parlerait à son voisin de palier. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, et surtout à Paris, où quand les gens croisent des célébrités dans les rues, donnez-moi un autographe, ils se jettent sur lui. On ne traite plus les célébrités comme des gens normaux, quoi. D'accord. Très jeune, vous écrivez. Vous êtes déjà rendu à 39 manuscrits. 39 manuscrits, dont 9 ont été publiés. On donnera peut-être la liste tout à l'heure. Vous écrivez surtout le matin, très tôt, après des nuits qui sont très courtes. En effet. Car vous dormez peu. Eh oui. C'est une chance. Bof. Bon. Et vous écrivez sur des cahiers d'écoliers. Oui. Pourquoi? Parce que ça me convient. D'abord parce que c'est très facile à transporter partout avec soi. En plus, j'aime bien l'idée d'avoir un matériel qui est de dernière qualité. Ça me plaît beaucoup. C'est très peu intimidant. Ça évite d'accorder de l'importance à son prestige. Je pense que si je devais écrire sur du papier vélin avec un stylo Mont Blanc, je perdrais toute trace d'inspiration. Vous avez adressé votre premier manuscrit à Philippe Solers, chez Gallimard. Oui. Quelle a été sa réaction, puisque vous n'êtes pas édité chez Gallimard, mais chez Albin Michel? Eh bien, il me l'a renvoyé avec un mot sec sur lequel il était écrit « Je n'aime pas les canulars ». Enfin, bref, il le refusait. Et vous rencontrez quelquefois Philippe Solers? Je le croise parfois. Il ne m'a jamais salué. Je crois qu'il affecte de me prendre pour une attachée de presse. Ceci dit... Et vous pouvez me croire, ceci dit, aujourd'hui, Philippe Solers, c'est un des hommes envers lequel je suis le plus reconnaissante, parce que c'est grâce à lui que je ne suis pas publiée chez Gallimard, et c'est grâce à lui que je suis publiée chez Albin Michel, et je ne pourrais pas être mieux ailleurs. Elle ne dit pas ça parce que la directrice commerciale d'Albin Michel... Non, je ne dis pas du tout ça. Nous saluons Daniel Bosflug des éditions Albin Michel. Je pense qu'il n'y a personne de chez Gallimard dans la salle ce soir. J'espère pour eux.
Je vais citer les titres des ouvrages, dont les titres d'ailleurs sont très courts, dont beaucoup ont obtenu des prix. On ne va pas tous les dire. 92, Hygiène de l'assassin. 93, Le sabotage amoureux. 94, Les combustibles. 95, Les catilinaires. 96, Péplum. 97, Attentat. 98, Mercure, toujours un nom. 99, Stupeur et tremblement. Quand vous écoutez ces titres, est-ce que vous avez l'impression que ce sont toujours vos enfants ou ils sont dans le domaine public? Ce sont toujours mes enfants et en même temps, je suis très, très consciente qu'ils ne m'appartiennent plus du tout. Ça veut dire qu'ils sont en vie et ça me fait plaisir. En fait, vous êtes, j'imagine, ce soir, vous allez nous parler du dernier ouvrage, mais... Moi, je parlerai de tout ce que vous voudrez. De tout ce qu'on voudra, notamment grâce aux questions du public, mais vous êtes aussi beaucoup, j'imagine, dans l'ouvrage que vous écrivez actuellement. La partie la plus importante de moi, je l'avoue, n'est pas ici ce soir, mais en train d'écrire l'ouvrage que je suis en train d'écrire. Mais rassurez-vous, il en restera assez pour vous ce soir. Et peut-être que ce soir, vous aurez des idées pour votre prochain roman? Pourquoi pas? On ne sait jamais, en effet, ce qui peut se passer. Tout est possible. J'ai cru voir d'ailleurs qu'il y avait une bombe juste en dessous de ma place. Et oui. Je ne sais pas très bien à quelle heure elle va exploser. Mais, c'est ça. Donc ça, en effet, ça pourrait être ça fait tic-tac, mais c'est le réveil. Stupeur et tremblement l'an dernier, Grand Prix du roman de l'Académie française, 31 semaines de présence des ventes de l'Express, c'est ça, 400 000 exemplaires, et traduite, je ne sais pas si c'est cet ouvrage ou dans l'ensemble, traduite quasiment en une trentaine de langues, je crois. En 27 langues. 27, oui. Dont le japonais, bien sûr. Bien sûr. Alors voici Métaphysique des tubes. J'ai parcouru le pressbook qui est impressionnant par ses louanges. Si vous voulez, je peux vous citer quelques insultes. Le public vous plébiscite, mais oui. Je n'ai pas trouvé de critiques négatives, ou alors Albin Michel les a écartées, mais je ne crois pas. J'ai extrait quelques lignes, on va voir comment vous réagissez. À 3 ans, sa vie était déjà un roman, c'est l'Express. Génie de la boutade et audace verbale. Dans le monde, on dit nous avalons ces mensonges avec délice. Pourtant, je ne dis que des vérités, mais ça ne me dérange pas que le monde croie que je mens. Une merveille d'autodérision pour le magazine littéraire. On savait qu'Amélie avait du talent, le voici enfin libéré. Le Point, allons-y, tant pis pour la modestie, un début de génie. Début. Figaro Magazine, un grand cru. Ça, c'est pour la boisson. Et pour la nourriture, la barre de chocolat blanc de la rentrée pour la page des libraires. Ah, ça me fait très, très plaisir. On parle aussi de sauvageonne et de vrai sale gosse, mais je crois que c'est plutôt avec beaucoup d'affection. J'ai repéré quand même ces très agréable, oui. Vous lisez les critiques? De moins en moins, mais je les parcours. Quand la critique est plutôt bonne, ça vous met de bonne humeur? Non, vous êtes indifférente. Ça me fait plaisir. Vous êtes aussi très proche de vos lecteurs, puisque je crois que vous écrivez, indépendamment des manuscrits, 1600 lettres par an. Vous correspondez? Mais je reçois des lettres personnelles? Ah oui, des lettres personnelles qui ne sont pas du tout des lettres types, et je n'ai pas de secrétaire, donc je les écris moi-même à la main. Ça me prend un temps fou. Mais, et je suis folle de faire ça à telle enseigne que les autres écrivains ne font pas ça, et je peux les comprendre parce que c'est vrai que je me rends compte que ça prend vraiment du temps. Mais c'est une chose que j'adore faire. Mais à chaque fois, c'est une lettre personnelle? Oui. Ah oui, et tout ceci en plus de mon travail d'écrivain. Bien, alors je ne sais pas si les 600 personnes qui sont là ce soir se décideront de vous l'écrire. Elles pourront, en tout cas... On va mettre une corbeille à la fond de la salle. Elles pourront en tout cas faire dédicacer cet ouvrage, cet ouvrage-ci et peut-être un ou deux précédents, je ne sais pas, tout à l'heure. Maintenant, on passe peut-être à la partie, à cet ouvrage, justement, Stéphane. Oui, La métaphysique des tubes. Amélie, un livre remarquable, vraiment. Certes, en tout cas, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure dans les critiques, la plupart disent déjà que c'est votre meilleur. On dit souvent ça de chacun de vos livres. Alors, on va essayer de le décortiquer aujourd'hui. La métaphysique des tubes, on peut dire que c'est votre enfance japonaise de 0 à 3 ans, revisitée par vous à 32 ans. Parce qu'évidemment, au départ, on s'est dit, en fait, comment Amélie, elle peut se souvenir de 0 à 2 ans, ce qu'elle pouvait penser. Mais est-ce que vous avez imaginé ce que vous pouviez penser à l'époque, c'est ça? Sinon, ça aurait été areux tout le... Oui, en effet, il valait mieux éviter que ce soit areux, c'est clair. Sur 170 pages, c'est un peu... Hein. Le public n'était pas mûr pour 170 pages de areux. Alors, d'autre part, je m'étais imposé certaines contraintes. Je ne voulais pas me documenter, je ne voulais pas aller voir des pédopsychiatres et tout.
Je ne voulais pas non plus poser des questions à mes parents. Je ne voulais pas non plus que ce soit totalement imaginaire. Bref, je voulais uniquement par le travail de la plume retrouver les choses. Parce que c'est vrai que mes souvenirs ne vont pas aussi loin. J'ai beau avoir bonne mémoire, il y a une limite. Et la limite ne dépasse pas les 2 ans et demi. Or, je voulais remonter jusqu'à 0 ans. 2 ans et demi, c'est bien déjà. 2 ans et demi, c'est déjà bien. On n'est pas nombreux bien. à pouvoir le faire. Alors, en remontant, en cherchant très loin, moi j'appelle ça descendre dans mon sous-marin. Hein. Je sens qu'il s'agit de descendre. Et dans une région de moi où, en effet, on a l'impression que le cœur bat plus lentement et qu'on retrouve des sensations absolument incroyables. Et voilà ce que j'ai ramené de mon sous-marin sur cette époque-là. Alors, bien évidemment, je n'ai aucune garantie que c'est vrai. Mais bon, le but du jeu non plus n'était pas de produire un rapport de police sur ce que j'avais fait de 0 à 2 ans. Mais l'utilisation du moi-je, c'est quand même un des exercices les plus durs dans la littérature. Enfin, on ne va pas comparer, mais c'est vrai qu'à l'école, quand on nous demandait de faire une dissertation et de raconter nos souvenirs personnels, c'était un exercice très difficile de dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Moi, je vais vous dire, je ne vois pas tellement de différence entre cet exercice-là et l'exercice qui consiste à parler de n'importe qui. Je pars du principe que c'est la même personne. Je sais qu'on dit de moi que je suis excentrique et toutes sortes de choses. D'ailleurs, ça ne me déplaît pas. Simplement, ça ne m'empêche pas de penser que je suis fondamentalement de la même race que tous les autres et que donc tous les autres sont passés par les mêmes phases que moi. Donc, c'est le même exercice que je parle de moi ou que je parle des autres. C'est pour ça que, personnellement, je ne vois aucune différence entre mes livres qualifiés d'autobiographiques et ceux qui ne le sont pas. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire quelques mois, en fait. Vous qualifiez tour à tour de tube, de plante et de Dieu. On va reprendre les trois dans l'ordre. D'abord, le tube, pourquoi? Est-ce que c'est parce que, finalement, il n'y a aucune émotion qui se dégageait de vous à l'époque? Bon, il est vrai que j'étais un bébé assez spécial, puisque, bon, ça, je n'ai pas pu éviter de le savoir, parce que mes parents me l'avaient quand même raconté. Je n'étais pas normale, j'étais complètement amorphe, mais à 100%, quoi. Même mes yeux ne bougeaient pas. Et ça a duré 2 ans. 2 ans pendant lesquels j'ai grandi sans donner aucun signe de vie. J'avalais ma nourriture, c'était ma seule activité. Et pas un mouvement, pas un son, pas un pleur, rien. Donc un tube, oui. Et une plante? Ou un légume? Une plante pour la même raison, parce que c'est vrai que je ne manifeste... Non, en fait mes parents m'appelaient la plante, ça, ils me l'ont dit. Ceci dit, ils avaient tort, parce que finalement les plantes, elles font beaucoup de choses. Je vais vous le dire. Tandis que moi je ne faisais vraiment rien, donc tube convenait mieux. Mais vous dites à un moment dans le livre, c'est un très beau passage d'ailleurs, que vos parents se trompaient en vous appelant plantes, puisque les plantes, légumes compris, pour avoir une vie imperceptible à l'œil humain, n'en ont pas moins une vie. Elles frémissent à l'approche de l'orage, pleurent d'allégresse au lever du jour, se blindent de mépris lorsqu'on les agresse, et se livrent à la danse des 7 voiles quand la saison est au pollen. Beau, c'est très beau. Et donc elles ont une vie spirituelle, les plantes? Et nous n'avons aucune raison de le nier, en tout cas. Et alors Dieu, enfin? Alors Dieu, c'est particulier, parce qu'au Japon, les enfants sont considérés comme des dieux. Oui, mais jusqu'à 3 ans. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Sauf que je trouve que la limitation est un peu dure. Pourquoi seulement jusqu'à 3 ans? Oui. Je pense que si je n'ai aucune religion particulière, mais je pense que si Dieu existe, il est forcément nous tous. Et que s'il omettait d'être seulement l'un d'entre nous, alors il n'existerait certainement pas. Donc oui, Dieu, mais comme vous, comme Monsieur Amiot. Mais il paraît qu'un enfant est éduqué à 3 ans. C'est ce qu'on m'a dit quand j'avais... Oui. Oui, et c'est ça qui est terrible au Japon, c'est que... Donc ils ont compris en effet que l'âge crucial de la vie c'était de 0 à 3 ans, et on traite les enfants comme des divinités de 0 à 3 ans, mais le problème c'est que dès 3 ans, et ça je l'ai vécu puisque je suis restée au Japon jusqu'à l'âge de 5 ans, dès l'âge de 3 ans, on vous fait bien comprendre que vous n'êtes plus du tout une divinité, que c'est fini de rire. Et on le vit du jour au lendemain dès qu'on arrive à l'école maternelle. L'école maternelle japonaise est extrêmement dure. Et les enfants comprennent que, bon, c'est fini maintenant, l'enfer commence, d'où un taux très élevé de suicide infantile. Alors on a expliqué une partie du titre, tube, on va essayer d'expliquer aussi métaphysique. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, la définition du Petit Larousse, c'est partie de la réflexion philosophique
qui a pour objet la connaissance absolue de l'être en tant qu'être, la recherche et l'étude des premiers principes et des causes premières. Ça, c'est important. Et on se dit finalement que cet âge de 0 à 3 ans, c'est l'âge métaphysique par excellence. Hein, absolument. C'est là qu'on découvre le monde qui nous entoure. On arrive là en ne sachant rien et on doit se donner une explication, se donner une définition de ces phénomènes incompréhensibles. Donc il n'y a pas d'opération plus métaphysique que celle-là. Alors évidemment, beaucoup de gens ont encore douté en se disant mais est-ce que c'est bien autobiographique? Et puis je me souviens, on avait discuté sur Stupeur et Tremblement, vous disiez aussi la même chose, vous racontiez que vous aviez couru nu dans un bureau, dans un gratte-ciel au Japon, on se disait c'est pas possible, c'est pas arrivé. Et il y a toujours ce doute quand vous écrivez, on vous l'a encore beaucoup dit. Oui, mais ça, je vais vous dire, ça c'est l'histoire de ma vie. Moi je me souviens que depuis que j'ai commencé à parler, j'ai toujours vu l'incrédulité dans le regard des autres quand je parlais. Donc j'ai l'habitude qu'on ne me croit pas et ça n'a pas beaucoup d'importance. Parfois c'est un peu irritant, mais bon, d'autre part j'en ai pris mon parti. Et puis vous le dites dans votre livre, vous dites je n'étais pas crédible, ce n'était pas grave, au fond cela m'était égal, qu'on me croie ou non, je continuerai à inventer pour mon plaisir. En fait ça résume. Oui, mais je n'invente pas toujours, vous savez. Alors vous êtes né à 2 ans et demi, vous l'avez dit tout à l'heure, en découvrant le plaisir. Alors évidemment, on peut se dire le plaisir pour un bébé, c'est peut-être la première succion d'une tétine, mais vous non, c'est le chocolat blanc de Belgique. Oui, absolument. Bah, le ça, c'est sucre, une grande découverte. Si j'ai pu amener en littérature le chocolat belge, je pense que c'est pas si mal, en effet. Oui, c'est-à-dire que j'avais une alimentation... Auparavant, j'avais une alimentation de bébé. Avec quand même cette restriction que ma mère, comme beaucoup de mères, trouvait que le sucre c'était très mauvais pour la santé et donc qu'on ne pouvait pas en manger. Bon, j'avais donc une alimentation tout à fait fade, carottes bouillies, lait, enfin des choses pas très significatives. Et le premier plaisir alimentaire, je l'ai eu grâce à ma grand-mère paternelle qui est venue nous voir au Japon et qu'est-ce qu'une grand-mère belge apporte à ses petits-enfants qui vivent au loin? Du chocolat belge, bien sûr. Et c'est en effet mon premier souvenir, je vois encore sous mes yeux arriver cette barre de chocolat blanc dans ma bouche qui m'a procuré un plaisir énorme et qui m'a rendu opérationnelle. C'est parce que vous avez eu un plaisir à ce moment-là que pour vous la vie commençait? Oui, c'était votre première émotion forte? Oui, bien sûr. C'est pas un hasard si mon premier souvenir c'est ça, quoi. C'est parce qu'auparavant, sans doute que mon corps pensait ça ne vaut pas la peine que je m'en souvienne, pourquoi je me souviendrais de carottes bouillies donc voilà, quoi. Alors, de temps en temps, dans le livre, vous développez des idées comme celle-ci, puis vous lancez une petite pique sur la société d'aujourd'hui. Alors là, par exemple, vous dites « Il existe depuis très longtemps une immense secte d'imbéciles qui oppose sensualité et intelligence. C'est un cercle vicieux. Ils se privent de volupté pour exalter leur capacité intellectuelle, ce qui a pour résultat de les appauvrir. Ils deviennent de plus en plus stupides, ce qui les conforte dans leur conviction d'être brillants, car on n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. » C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, vous pouvez. Je voudrais savoir si vous avez changé par rapport à la description que vous faites de vous lorsque vous avez 2 ans et demi. Vous dites que vous êtes sage, éveillée, silencieuse, présente, drôle, réfléchie, enthousiaste, métaphysique, obéissante et autonome. Vous êtes ça aujourd'hui encore? Oh non, je suis beaucoup moins bien, c'est clair. Ma vie a été, comme la plupart des vies, un long processus de dégénérescence. Donc, non, maintenant, vous n'avez plus que les débris devant vous. Je suis désolée. Ah, d'accord. Vous êtes un peu masochiste parce que... Non. Parce qu'après cette phrase où vous découvrez le monde qui vous entoure avec finalement pas mal d'enchantement, il y a plutôt une désillusion ensuite dans la suite du livre. Pourquoi? C'est-à-dire que la désillusion apparaît dès qu'on comprend que ce que nous avons, que les plaisirs que nous avons, que le bonheur que nous vivons n'est pas éternel. Qu'on va perdre ce qu'on a, que nos cadeaux, que les merveilles qu'on a reçues, on ne va pas les avoir toujours. Je l'ai appris particulièrement vite, puisqu'en l'occurrence, j'ai appris très vite que j'allais très vite quitter le Japon. Moi, d'abord, je pensais que j'allais passer toute ma vie au Japon. C'était un endroit magnifique. C'était dans le sud du Japon, dans les montagnes, une vraie maison japonaise avec un jardin. C'était le Japon comme on le rêve. Et quand ma mère m'a appris que j'allais un jour quitter le Japon, j'étais effondrée, quoi. Mais ça n'a été que le premier apprentissage d'une liste de pertes qui allait sans cesse devenir plus grande, bien sûr.
Et la mort aussi est assez présente. Et vous avez eu une première, désillusion, je ne sais pas, c'est la scène de la noyade en fait. La mort est très présente. Hein. Vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, d'un accident qui est plus ou moins une tentative de suicide, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis une noyade à laquelle vous réchappez de justesse. En fait, vous avancez dans l'eau et d'un seul coup, il n'y a plus de sable et vous retombez au fond. C'est une expérience que presque tous les petits-enfants ont connue. C'est fou ce que les petits-enfants se noient, hein, c'est normal. Le petit-enfant est terriblement attiré par l'eau, donc il y va, il ne sait pas nager, donc il se noie. Et dans ce cas-là, en France, tout le monde se précipite sur lui. Oui, on se mais précipite, pas au Japon. On va le sauver. Mais pas au Japon. Enfin, je n'ai pas essayé de mourir dernièrement au Japon, donc les choses ont peut-être changé depuis. Mais en 1970, dans le sud du Japon, qui était forcément plus traditionnel que la région de Tokyo, on était encore fidèle à la vieille tradition japonaise qui consistait à ne jamais sauver la vie de quelqu'un. Si on voit quelqu'un qui est en train de mourir, on ne doit rien faire. Parce que si on lui sauve la vie, vu la notion que les Japonais se font de la gratitude, ce quelqu'un devient, par le fait même, votre obligé à vie, votre esclave à vie, tellement sa dette de reconnaissance est immense. Donc les Japonais, avec une certaine logique, pensent que c'est faire un sale coup à quelqu'un que de lui sauver sa vie, c'est lui faire perdre sa liberté. Donc mieux vaut lui laisser sa liberté en le laissant mourir. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision, vous? Ça se tient. Ça a été un vrai choc dans votre vie d'enfant? Ça a été un choc parce que moi j'étais dans la peau de celle qui était en train de mourir devant tout le monde. Et donc j'étais là en train de me débattre dans l'eau. Mes parents siestaient, donc ils ne voyaient pas ce qui m'arrivait. Mon frère et ma soeur jouaient, donc ils ne voyaient pas ce qui m'arrivait. Mais il y avait tous ces Japonais là sur la plage qui me voyaient très distinctement et qui ne faisaient rien. C'était très curieux. Et le fait de vous en sortir, en fait, ça n'ébranle en rien votre conviction d'être, on l'a parlé tout à l'heure de Dieu, d'être une divinité, en fait, au contraire? Non, pas du tout. C'est presque un miracle? Oui, et puis, pourquoi Dieu ne serait-il pas mortel? Enfin, pas de raison. Alors vous faites un parallèle avec Jésus après cet épisode, parce que vous découvrez un jour dans un livre de l'un de vos amis des images du Christ crucifié, et puis vous vous dites finalement personne ne l'a sauvé, il était crucifié, il y avait plein de gens autour de lui, personne n'est venu à sa rescousse comme c'était votre cas, et vous dites Jésus était en train de mourir devant une foule, personne ne venait le sauver, ça me rappelait quelque chose. Et j'éprouvais une connivence profonde avec Jésus, car j'étais sûr de comprendre la révolte qui l'animait à ce moment-là. Attendez, tout à coup, vous me faites très peur. Je viens de prendre conscience d'une chose terrible. Attention. J'ai 33 ans et je suis devant un grand public entre un bon et un mauvais larron. Dans une abbaye, Amélie. Qu'est-ce qui va se passer ici ce soir? Alors après cette découverte... Mais reste à savoir qui est le bon et qui est le mauvais larron parmi vous. On verra tout à l'heure. Après cette découverte, vous vous dites que la vérité est dans les livres, et là vous décidez d'apprendre à lire. Vous avez encore pas tout à fait 3 ans. 2 ans et demi, oui. 2 ans et demi, vous vous souvenez de ça? Ah oui, mais je prétends que depuis le fameux chocolat blanc, je me souviens de tout. Mais en effet, je ne me souviens pas précisément du déclic qui a eu lieu dans ma tête, qui a fait que j'ai pu lire, mais je me suis tout à coup rendu compte en lisant ce Tintin. C'était votre premier livre. Après le livre sur Jésus, c'était votre premier livre Tintin. Oui. Et, mais vous savez, ce n'est pas tellement incroyable. Après tout, tout enfant réussit déjà tout seul cette opération intellectuelle formidable qui consiste à apprendre à parler. S'il est capable de décoder tout ça, pourquoi il n'y a pas de raison qu'il ne décode pas un autre code comme le code de l'écriture? Je pense que beaucoup d'enfants ont appris à lire par eux-mêmes. Surtout dans une bande dessinée où il y a des images, quoi. Alors vous vous dites que vous comprenez finalement tout ce qui se dit, vous seriez capable de parler mais vous ne voulez pas parler, vous comprenez très bien le japonais, vous discutez avec la gouvernante, vous sentez vraiment que vous auriez pu parler si vous n'aviez été capable à ce moment-là? Je me souviens que je m'empêchais de parler avec mes parents parce que je ne voulais pas montrer que je parlais français. Parce que j'avais aussi remarqué qu'il y avait des avantages à ne pas parler, ce qui est vrai. Hein, maintenant c'est foutu, les gens. Maintenant c'est fichu. Ils ont compris que je savais parler, donc maintenant je suis bien forcée de vous répondre. Mais c'est vrai qu'on est admirable quand on ne parle pas. On a droit à toutes sortes de traitements de faveur. Je ne voulais pas les perdre. Alors, donc là vous commencez à parler. 2 premiers mots, comme tous les enfants du monde, papa et maman. Et le 3e, ça peut plutôt être nounours. On se dit, et vous, non, c'est aspirateur.
Ça, c'est un passage très très drôle. Je lis, excusez-moi, je lis quelques passages du livre également. Il y avait un miracle. L'appareil avalait les réalités matérielles qu'il rencontrait et il les transformait en inexistence. Il remplaçait le quelque chose par le rien. Cette substitution ne pouvait être qu'œuvre divine. Mais c'est vrai, on n'a pas assez réfléchi métaphysiquement à l'aspirateur. Il n'avait pas été beaucoup traité dans la littérature, non. Vous avez fait très fort. Le chocolat, l'aspirateur, oui, finalement. Les carpes aussi, on va en parler tout à l'heure. Ah oui, vous avez... mais c'est vrai, et puis dans un livre qui traitait des tubes, je me devais parler de l'aspirateur. Évidemment. Et alors ensuite, les autres mots, bon, Juliette, votre sœur, dont vous êtes très, très proche. Ensuite, Nishio-san, c'était un mot japonais, c'était la gouvernante. Et puis le 6e mot, mort, quand même. Oui. Ça vient vite. Mais c'est l'un des grands sujets du livre, tout simplement parce que c'est un livre sur les commencements de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a avant la vie, hein? Ben, il y a la mort, je crois. Ah, c'est comme ça que vous voyez. Ouais. Mais si la vie va à la mort, je crois qu'elle vient du même endroit, non? Donc, le petit enfant, avant de naître dans le ventre de sa mère, il est quoi? Il est dans la mort. Donc, il en est, quand il est bébé, il en est encore tout près. D'où la tentation d'y retourner. Là, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que le livre, je sais que vous y viendrez, mais le livre se termine par une tentative de suicide de la narratrice. Beaucoup de gens disent « Ah, mais ça n'existe pas ». Mais si, ça existe. Là, après la publication du livre, je suis allée voir les pédopsychiatres que je refusais de voir auparavant et qui m'ont confirmé que le suicide du petit enfant est une chose courante. D'accord. En plus, vous, c'est particulier, la tentative se passe dans un cadre particulier, on y reviendra. Mais justement, c'est un rapport avec les carpes, les poissons, qui représentent quelque chose au Japon. Vous allez nous expliquer d'ailleurs ce que c'est. Et ces carpes, c'est la deuxième peur de votre vie, quasiment après la noyade. C'est-à-dire que c'est le premier dégoût de ma vie. Ouais. La carpe est très importante au Japon, c'est l'un des animaux les plus importants. Et en plus, pour des raisons extrêmement mystérieuses, que j'ai d'ailleurs toujours pas comprises depuis, elle est le symbole des garçons. Et pas très flatteur. Hein. Non, c'est vrai. Et au mois de mai, qui est le mois des garçons, je ne sais pas davantage pourquoi le mois de mai est le mois des garçons, toute famille qui a un enfant du sexe mâle brandit à sa fenêtre ou dans son jardin un drapeau à l'effigie d'une carpe. Bon, moi j'assiste à ces phénomènes, et puis je dis très bien, et quand tombe le mois des filles, ah ben il n'y a pas de mois des filles. Première injustice. Hein. Puis bon, pourquoi est-ce que le garçon symbolise la carpe? Eh bien, procédons intellectuellement, demandons à voir une carpe, et nous comprendrons peut-être. Je demande à ma gouvernante japonaise de voir une carpe. Rien de plus simple au Japon où il y a des carpes partout. Elle me conduit au jardin public, elle me montre la mare, me dit « Regarde, je vois les poissons ». Un moine vient pour les nourrir, et c'est alors que je vois cette chose parfaitement monstrueuse. Toutes les carpes montent à la surface pour venir prendre leurs granules, et je vois leur bouche ouverte comme ça, à la surface de l'eau. Je n'avais jamais été dégoûtée auparavant, mais là j'ai vraiment été dégoûtée. Ces bouches de carpes ouvertes, là, pour... et encore aujourd'hui, ça me saisit complètement. Quoi. Vraiment, pourtant, très peu de choses me dégoûtent, mais ça me dégoûte vraiment. Ben, je vais juste lire le passage où vous en parlez, on aura bien compris que vous les détestez. Elle ressemblait à des castafiores muettes, obèses et vêtues de fourreaux chatoyants. Les vêtements multicolores soulignent le ridicule des boudins, comme les tatouages bariolés font ressortir la graisse des gros lards. Il n'y avait pas plus disgracieux que ces carpes, je n'étais pas mécontente qu'elles fussent le symbole des garçons. C'est pas fini sur les carpes. Parce que là, il n'est même pas question de leur bouche, donc, mais c'est vrai que même leur corps, elle est. Donc, oui. Alors, vous avez décidément pas de chance sur les carpes, c'est que le jour de votre anniversaire, de vos 3 ans en plus, un jour important. Mais oui, ça c'est. Vous attendez un cadeau en particulier. L'histoire des rapports enfants-parents est pleine de malentendus. Parce que mes parents, voyant que je demandais à avoir des carpes, voyant que je m'intéressais à cet animal, en avaient conclu que j'avais une passion pour cet animal. Oui, bien sûr. Et c'est ainsi que pour mon anniversaire de 3 ans, premier anniversaire dont je me souvienne, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire 3 carpes vivantes qui furent lâchées dans l'étang du jardin et que j'avais pour mission de nourrir tous les jours. Alors que vous attendiez un éléphant en peluche. Alors que j'avais demandé un éléphant en peluche. Ouais. J'ai beaucoup souffert, vous voyez. Et surtout, en fait, d'être obligé de les nourrir, c'était ça le plus difficile. Mais oui, c'est ça, quoi. Si je suis encore, j'avais le droit de ne pas les regarder, mais non, il fallait que j'aille les voir. Parce qu'elles sont laides quand on leur donne à manger, en fait. C'est le moment où elles atteignent le sommet de leur laideur.
Alors ça, c'est un des passages sans doute les plus drôles du livre. Vous baptisez les carpes, parce qu'un jour votre maman vient vous voir et vous dit « Mais est-ce que tu leur as donné un nom ?» Et là, très vite, vous essayez de trouver... Plus grave que ça, comme nous étions 3 enfants à la maison, mon frère, ma sœur et moi, il y avait 3 carpes. Ma mère me dit « Tiens, mais si on leur donnait vos 3 noms ?» Puis non, et en plus, je vais donner mon nom à cette bête, non. Alors j'ai dit « Non, elles ont déjà des noms. » Ah, et elles s'appellent comment? Bon, trouvons quelque chose qui va par 3. Et la première idée fut Jésus, Marie, Joseph. Est-ce que je peux vous demander juste de lire ce passage parce que je trouve particulièrement drôle. Enfin, j'ai beaucoup rigolé quand je l'ai lu tout seul. Je trouve que c'est magnifiquement écrit. Chaque jour, à midi, au moment où le soleil était au plus haut dans le ciel, je pris l'habitude de venir nourrir la Trinité. Prêtresse piscicole, je bénissais la galette de riz, la rompais et la lançais à la flotte en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Les sales gueules de Jésus, Marie et Joseph rappliquaient à l'instant. Je suis désolée. Non, ça fait même quand on le lit tout seul, je peux vous dire c'est très, très drôle. Je parlais tout à l'heure de la revue de presse. Oui. L'un des titres de votre bouquin, page des libraires, c'est Carpe diem. Carpe diem. Mais oui, mais ça c'est aussi parce que c'est cité dans le livre, vu que vers l'âge de 12 ans, en classe de latin, la première fois que j'ai vu Carpe diem, avant que j'ai eu le temps de traduire, j'ai quand même eu un saisissement en me disant une carpe par jour, oui je connais ça m'est déjà arrivé. Alors vous dites qu'il nous arrive de penser que notre unique spécificité individuelle réside en ceci. Dis-moi ce qui te dégoûte, je te dirai qui tu es. Ça, c'est... Mais c'est vrai que nos dégoûts sont beaucoup plus spécifiques que nos goûts. Généralement, nos goûts vont toujours faire plus ou moins les mêmes choses. On aime le chocolat, l'abbaye de l'Épau, enfin on aime ce qui est beau, gentil, agréable. Par contre, quand on pose aux gens la question de leur dégoût, on a des réponses tout à fait saisissantes. Donc c'est vrai que finalement, ce que nous avons de plus spécifique dans notre personnalité réside peut-être dans nos dégoûts. Seules nos répulsions parlent vraiment de nous. Oui. Alors, autre inconnu pour vous dans votre petite enfance, c'est la profession de votre père. Ah oui. Ça, c'est une grande inconnue. Vous savez qu'il est... Il y en a qui ont lu le livre, hein, déjà. Vous savez qu'il est consul, mais évidemment, pour vous, consul, ça ne signifie pas grand-chose. Et votre père vous dit, je t'expliquerai plus tard. Mais quand on est fille de boulanger et qu'on est petite, on comprend ce que fait son papa. Ouais. Mais quand on est fille de consul, on ne comprend pas ce que fait son papa. Surtout quand on demande au papa c'est quoi consul et qu'il vous dit oh, ben, je t'expliquerai quand tu seras grande. On se dit c'est grave. On se dit ah là là, ça doit être terrible, vraiment, il n'est pas fier de ce qu'il fait. Et un jour vous comprenez, et un jour je comprends. Vous croyez comprendre. Non, je crois que j'ai bien compris à mon avis. Donc je me promenais avec mon père dans le quartier. C'était pendant la saison des pluies, donc le quartier était inondé. Comme c'est très régulièrement le cas en été au Japon. Et on marchait dans la flotte, quoi. Il n'y avait plus que de l'eau partout. Or, dans ces cas-là, l'administration japonaise ouvre les égouts pour permettre à l'eau de s'écouler. Et puis moi, je marche en tenant la main de mon père dans la rue. Et tout à coup... Oui, Daniel, vous l'avez lu. Mais on rit aussi en le lisant. Et tout à coup, plus de papa, disparu. Moi, je me dis, tiens, comme c'est curieux, les papas disparaissent. Ils se dématérialisent complètement. C'est très étrange. Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'entends une voix qui vient d'outre-tombe, qui m'appelle. Et c'était la voix de mon père. Mais où es-tu, papa? Où es-tu? Je suis là, sous toi, je suis dans l'égout. Surtout ne m'approche pas, surtout ne viens pas. Et là, je pense, ah, mais voilà, le mystère est éclairci. Voilà ce qu'il fait. Il est égoutier. Voilà. Il est égoutier. Oui. Et là, il vous dit, va chercher maman. Mais oui, parce qu'il ne voulait pas me paniquer. Ouais, la pauvre petite, elle est la seule. Il ne faut surtout pas qu'elle ait peur. Il dit, va chercher maman, ma chérie. Et moi, je dis, bon, ben, je vais la chercher, mais tout va bien. Donc, je prends mon temps. Enfin, je joue en chemin. J'arrive à la maison en ayant complètement oublié ce que je devais dire à maman. Je vais jouer dans le jardin, et puis le temps passe. Puis tout à coup, ma mère me voilà, elle dit, tiens, où est ton père? Je dis, ah ben, il est à son travail. Ah, tiens. Et puis, tiens, il est allé au consulat. Je dis, ben oui, il est dans l'égout. Et là, elle a compris, heureusement, et on est arrivé à temps pour le repêcher vivant. Alors, beaucoup moins drôle, évidemment, l'épisode de la fin du livre, où en nourrissant les carpes, vous tombez dans ce bassin, une sorte d'évanouissement, en fait. Vous cognez la tête dans le bassin et vous vous évanouissez, et vous
vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, vous laissez mourir au milieu de ces carpes que vous détestez horriblement. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Ben, c'est très vague. Hein. Moi, je dis que c'est une tentative de suicide parce que il me semble que c'était volontaire. Mais là encore, c'était pas... Bien sûr que je ne suis pas allée à cette mare en pensant je vais me suicider. D'abord, je connaissais même pas le mot suicide. C'était pas votre intention en plus. Hein, c'était pas mon intention. Je suis simplement allée nourrir les carpes comme tous les jours. Et tout à coup, en regardant ces bouches, je n'ai plus pu le supporter. Ça m'a trop dégoûtée. Et je me suis laissée tomber. Et là, vous n'avez pas réagi du tout dans l'eau? Non, pas du tout. Moi qui pourtant nageais très bien, je me suis dit, bon, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça, j'en ai assez vu. Et c'est là qu'il y a eu l'épisode le plus remarquable, celui de la méchante gouvernante, puisqu'il y avait 2 gouvernantes à la maison, 2 japonaises, la gentille entre guillemets et la méchante entre guillemets. Et la méchante gouvernante passe par là, me voit en dessous de l'eau en train de me noyer, me regarde et s'en va. Selon la fameuse tradition japonaise. Oui, mais en plus il y avait... En plus, comme elle ne pouvait pas supporter les Occidentaux, elle avait une raison supplémentaire. Mais ça, je m'en souviens, mais vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais là en dessous de l'eau parce que je voyais, hein, j'étais consciente, quoi. Je voyais ce qui se passait au-dessus de l'eau. Je vois la gouvernante qui vient, qui me regarde, qui me sourit, puis qui s'en va. Et quand vous avez écrit ce passage, vous vous êtes pas dit, mes parents vont être assez surpris parce qu'ils n'ont jamais connu le fond de l'histoire. En effet, ils n'avaient jamais connu le fond de l'affaire. Pour eux, c'était un accident. Pour eux, c'était un accident. Et c'est vrai que c'est en lisant le livre cet été avant les autres qu'ils ont été un peu étonnés. Alors la dernière phrase du livre, qui est d'ailleurs la seule explication derrière, c'est « Ensuite, il ne s'est plus rien passé ». Est-ce qu'entre guillemets, il faudrait rajouter derrière « d'aussi intense ». Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Mm-hmm. Bon, le livre s'appelle « Métaphysique des tubes ». Vous le disiez tout à l'heure, c'est l'âge métaphysique. C'est vrai qu'après, il m'est arrivé 2-3 trucs, comme venir à l'abbaye de l'Épau rencontrer Stéphane Courjon. Mais vous m'avouerez que nous ne sommes plus dans la métaphysique. Je suis d'accord. Alors, vous devriez, moi je trouve, je conseille à Albin Michel, peut-être vendre vos prochains livres avec le petit Larousse, c'est-à-dire vendre parce qu'il y a toujours des mots qu'on découvre dans votre livre, mais c'est formidable. Avec le petit Robert. Avec le petit Robert. Parce que je suis dedans. C'est vrai? Et je ne suis pas dans le Larousse. Pas dans le Larousse. Alors, le petit Robert, Daniel, parce qu'il y a encore des mots, certains peut-être que vous avez inventés, vous allez nous dire, en tout cas, voiser, je ne l'ai pas trouvé dans le petit Robert. Mais oui, mais je ne l'ai pas inventé. Je suis agrégée de philologie, et en phonétique, c'était un verbe qu'on employait. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais vous savez que le dictionnaire comporte énormément de lacunes. Il y a des mots qu'on emploie et qui sont en effet pas dans le dictionnaire, dont le verbe voiser. Ceci dit, c'est un verbe indispensable. Donc, si je peux contribuer à ce qu'il rentre dans le dictionnaire... Le synonyme, ça serait quoi? Crier? Mais il n'y a pas de synonyme. Il n'y a pas de synonyme. Parce que voiser, c'est dire un mot avec de la voix. Donc, il n'y a rien qui correspond à ça. Mais des fois, vous êtes permis dans les livres d'inventer des mots. Vous l'avez fait dans celui-ci? Il y a un mot que vous avez inventé? Non. Non? Je pense pas. Non. Et anadiomène, j'ai pas trouvé non plus. Oh, anadiomène, je l'ai pas du tout inventé. Ah non, je dis pas que vous l'avez inventé. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est en rapport avec Vénus, c'est ça? C'est ça. Normalement, c'est l'adjectif qui est attribué à Vénus, qui est attribué à Vénus au moment où elle naît. Ça veut dire Vénus sortant de l'onde. Donc chaque fois que nous sortons de l'eau, nous sommes anadiomènes. Comme Obélix qui est tombé dans une marmite tout petit, vous avez mangé un dico quand vous étiez à 13 ans, à une époque de ma vie où je m'ennuyais beaucoup et où j'étais très seule, je vivais en Birmanie alors, j'ai lu le dictionnaire entièrement et c'est vrai qu'il en est resté quelque chose. J'imagine. Est-ce que vous cherchez à les mettre vraiment ces mots? Non. Ils viennent comme ça, c'est sous le premier jet? 13 ans, c'est très ancien déjà. Donc ça veut bien dire que ça fait partie de moi maintenant. Donc, il y a des lecteurs que ça peut choquer, enfin ça se comprend pas forcément, mais certains vous le reprochent? Oui, certains me le reprochent. C'est une chose qui vraiment m'étonne, parce que personnellement, quand je lis un livre et quand je tombe sur un mot que je ne connais pas, je suis pleine de reconnaissance. Je trouve que c'est formidable de recevoir un mot nouveau. Donc si je peux partager les mots que j'aime avec des gens et les leur offrir, mais c'est merveilleux tout ça, parce que c'est un effort intellectuel d'ouvrir un dictionnaire, mais c'est pas un effort intellectuel d'ouvrir un enrichissement dictionnaire. supplémentaire. Donc non, je suis très heureuse de partager mes cadeaux avec tout le monde. Comment est-ce que vous définiriez j'allais dire le style d'écriture, mais c'est vraiment souvent des phrases courtes, avec des mots parfois très simples, et puis d'un seul coup vous assénez quelque chose de très fort. J'ai juste un exemple sur l'arrivée de votre grand-mère à l'aéroport. Les parents l'attendaient à l'aéroport, ils ne s'étaient pas vus depuis 67, le fils fut enlacé, la belle-fille fut congratulée, et le Japon admiré. C'est beau ça.
C'est votre style d'écriture, c'est comme ça que vous aimez écrire, phrase courte Vous savez, j'ai fait beaucoup de latin et de grec. Ouais. Je pense que c'est une certaine école de la brièveté. Donc, Alors, les premières pages du livre sont assez curieuses parce que vous parlez de Dieu, en fait, pendant 3-4 pages. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais forcément, quand on arrive à la page 11 et que le deuxième chapitre commence, on revient forcément relire le premier. Parce qu'en fait, vous parlez de Dieu pendant 4 pages, et après, vous dites « les parents du tube étaient inquiets ». Et là, on comprend qu'en fait, Dieu, c'était vous juste avant. Voilà. Et donc, j'avais juste une question à vous poser sur... Vous dites certains grands livres ont des premières phrases si peu tapageuses qu'on les oublie aussitôt et qu'on a l'impression d'être installé dans cette lecture depuis l'aube des temps. Est-ce que ça veut dire que vous les travaillez particulièrement, ces premières pages? Vous les faites, refaites Je les travaille toutes, mais là, en même temps, j'ai pas ce passage que vous venez de lire, j'ai l'impression que ça ne correspond pas très bien à ce que j'écris moi. Ça correspondrait plutôt à d'autres écrivains. Hein. Ah oui, non, je ne disais pas que c'était... Oui, non, c'était justement, vous ne tenez pas compte de ça, et vous, au contraire, vous faites très attention à vos premières pages. C'était ça le sens. Oui, mais ceci dit, je suis sûre que ces écrivains auxquels je fais allusion font très attention aussi. À mon avis, ils le font exprès. Hein, le début qu'on ne remarque pas. Je veux dire, les pièces de Tchekhov, on ne remarque même pas quand elles commencent. Hein. Puis tout à coup, on a l'impression qu'on a vécu toute sa vie dans la campagne russe et qu'on s'est embêté depuis 20 ans. Donc c'est très fort. Vous ne faites pas allusion à un livre récent, là? Non, j'adore Tchekhov et donc je fais allusion à l'admiration que j'ai pour cet auteur. Sur peut-être le jour où vous avez eu le déclic d'écrire, peut-être que ça se situe dans les déclarations que vous faites à la page 139, le souvenir a le même pouvoir que l'écriture. Quand tu vois le mot chat écrit dans un livre, son aspect est bien différent du matou des voisins qui t'a regardé avec ses si beaux yeux. Et pourtant, voir ce mot écrit te procure un plaisir similaire à la présence du chat, à son regard doré posé sur toi. Est-ce que c'est quand on ressent ce pouvoir un peu évocateur des mots qu'on se dit « enfin je peux écrire » Ce n'est pas ça qui m'a fait que je me suis sentie autorisée à écrire, mais c'est cette prise de conscience de l'extraordinaire pouvoir évocateur et émotionnel du mot, a fortiori du mot écrit, fait de la littérature quelque chose de très désirable. Mais c'est vrai, je ne suis certainement pas la seule à l'éprouver. Certains mots, de voir certains mots écrits me procurent vraiment le sentiment de leur présence encore plus fort que s'il était vraiment là. C'est curieux. C'est quasiment un pouvoir divin, l'écriture. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que le pouvoir qui consiste à nommer quelque chose, à mettre un nom sur quelque chose, à mettre une histoire sur une situation. Le pouvoir politique est sans doute très peu de choses comparé au pouvoir de celui qui raconte. Vous ne pourriez pas vivre sans l'écriture, sans doute, compte tenu de ce que vous dites. Oh, de moins en moins. Vous n'auriez pas imaginé votre vie Non, je ne peux vraiment pas l'imaginer. Vous n'auriez pas faire autre chose qu'écrire. Je suis viscéralement bonne à rien. La seule chose que j'ai réussi vaguement à faire dans ma vie, c'était ça. J'aime follement ça, et toute ma vie est là-dedans. Si tout à coup on me l'enlevait, mais qu'est-ce qui resterait? Le chocolat. Mais on ne peut pas vivre en mangeant du chocolat tout le temps, quand même. Question du public, s'il y en a. Question maintenant, puisque mon rôle consiste à faire taire Stéphane et à faire parler le public. Il y en a d'autres encore. Alors les mains se lèvent comme d'habitude pour gagner du temps comme d'habitude aussi. Vous levez la main avec un tout petit peu d'avance. La première question est toujours difficile. Première question au premier rang de Madame. Et peut-être qu'il y a d'autres questions dans le fond. Voilà, un micro arrive. Alors Madame, vous êtes devant... non, là-bas d'abord. Vous levez la main, qu'on vous voit bien. Ah non, on est parti chercher un micro. Vous avez un micro, vous, monsieur? Non, vous êtes de la caméra. Voilà, le micro arrive. La dame arrive, oui, je la vois. Reportage, vous savez. Allez, premier rang. Ah, le micro. Je pense qu'il faut appuyer, lever quelque chose, peut-être. Et tout près. Vous allez venir poser la question. Toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, merci pour la question. On répétera votre question tout haut. Oui, donnez votre question, puis on va Ou alors on répétera la question tout haut, comme ça, ça... Alors, Madame a dit, vous nous avez donné du plaisir avec le chocolat. Vous avez découvert la notion de plaisir. La notion de plaisir avec le chocolat. Ouais. Quel serait votre chocolat littéraire? Il y a beaucoup de chocolat littéraire. Je ne sais pas.
Ici, puisque la question est bien spécifique, je décide de ne pas y répondre comme si je décide que votre question n'est pas quels sont vos écrivains préférés, parce que cette question-là, on me la pose sans cesse, mais quels sont les écrivains les plus délectables. Alexandre Vialat, c'est du plaisir pur, ça. Colette, c'est pas mes écrivains préférés, mais c'est les plus délectables. Il y en a certainement d'autres, mais ils viendront. Peut-être que parfois je m'interromprai au milieu d'une autre réponse et je vous dirai un nom. Une autre question? Alors, autre question, oui. Personne n'ose. Stéphane. Personne n'ose. Eh bien, il y avait une question. C'est très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé dans la présentation et on n'a pas réagi ensuite dessus sur le fait que vous aviez écrit 39 livres, et puis c'est vrai qu'effectivement, ça n'est que le 9e. Les autres sont chez vous, gardés jalousement? Ils sont bien gardés et ils le resteront. Oui. Même après, même dans très longtemps. Oh, mais ça, c'est un souci? Oui, c'est mon grand souci. Peut-être vous l'avez-je dit la dernière fois, je ne sais plus. C'est en effet mon grand souci. Aussi longtemps que je suis vivante, ça va. Je suis allée voir un notaire en lui demandant comment faire pour que même après ma mort, mes écrits, sans pour autant être détruits, parce que je ne veux pas qu'ils soient détruits, ils sont mes enfants et je ne veux pas que mes enfants soient détruits, mais comment faire pour qu'ils soient conservés mais ne soient jamais montrés à quiconque. Et le notaire m'a dit, écoutez, 50 ans après votre mort, vous perdez de toute façon tous les droits, donc là il y aura certainement un problème. Or, ça me préoccupe beaucoup parce que moi, même 50 ans après ma mort, je ne veux pas que ces écrits soient montrés. Parce que ce sont des choses très pudiques que vous voulez garder? Oui, pas nécessairement. Ce ne sont pas forcément des choses autobiographiques, mais ce sont en tout cas des choses très intimes. Et bref, c'est une question à la fois philosophique et matérielle. Comment faire pour qu'un écrit soit inaccessible sans pour autant être détruit? Alors, je lance régulièrement la question devant tout le monde parce que il y a plus dans 650 cervelles que dans une. Mais quel est l'intérêt qu'il soit conservé alors que vous ne serez plus de ce monde? C'est parce que ce sont vos enfants, c'est pour ça. Je pense que toute mère aime penser que ses enfants ne vont pas être détruits. Est-ce que vous savez quand vous commencez le livre, ou celui que vous êtes en train d'écrire en ce moment par exemple, qu'il sera ou non publiable? Pas du tout. Vous le savez quand vous faites le dernier... Je le sais 2 mois plus tard. 2 mois plus tard? Oui. Donc, non, il n'y a aucune préméditation. Et sur les 27, aujourd'hui, vous ne souhaitez qu'aucun ne soit publié? Sur les 39, il y a donc 9 publiés. Bon, 39 on va dire 38 et demi, puisque je suis en train d'écrire le 39e. D'accord. Donc, alors, sur les 38 et demi moins 9, il en reste 29 et demi. Oui. Parmi ces 29 et demi, il y en a au grand maximum 2 que je voudrais peut-être publier. Voilà. Et Albin Michel vient de découvrir sa scoop ce soir. Non, Albin Michel savait ça. Vous le savez. Mais c'est vrai que, ce n'est pas du tout le cas de Daniel, mais c'est vrai que quand je croise le président et le vice-président, ils sont toujours « Alors, vous nous apportez quelque chose ?» Et bien évidemment que la grande bêtise serait de tout apporter parce que il faut rester très désirable, et pour rester très désirable, il ne faut pas tout apporter, c'est évident, il faut se faire supplier. Donc, ils ont un titre? Ils ont tous des titres, oui. Et les titres d'ailleurs sont choisis par vous? Oh oui, malgré la pression d'Albin Michel. Quelques batailles homériques avec certaines personnes chez Albin Michel. Aussi bien pour les titres que pour le texte lui-même, oui, on veut vous faire changer des points. Mais les batailles les plus homériques ont lieu pour les titres. Parce que c'est plus voyant, quoi. Et ça génère souvent plus d'incompréhension de la part de l'éditeur. Mais d'autre part, c'est vrai que depuis l'extraordinaire succès du roman précédent, je constate que j'ai pu faire passer... Bon, il faut reconnaître que le dernier titre est quand même un titre à coucher d'heure. C'est ce que j'allais vous dire. Et je me suis dit, oh là là, ça va de nouveau être la guerre là pour faire accepter ce titre-là. Et il est passé assez facilement. Quand on a vendu 450 000 avant... L'éditeur m'a dit, venant de n'importe qui d'autre que vous, je refuserai ce titre, mais venant de vous, peut-être que je vais quand même l'accepter. Il ne s'est pas trompé, puisqu'aujourd'hui vous en êtes à 300 000 exemplaires vendus, ce qui est... Je pense qu'il ne s'est pas trompé. Ça va. Ça va bien. Vous avez été en lice pour le Goncourt cette année? Oh oui, j'ai été parmi les 4 finalistes, oui. Et vous teniez la corde, selon évidemment les indiscrétions. C'est pas une déception, parce que le Grand Prix de roman de l'Académie française l'année dernière... Non, je vais vous dire, c'est carrément une bonne chose, parce que j'ai déjà eu un Grand Prix l'an passé, c'était déjà formidable. Tout avoir en 2 ans, non. Et puis, d'abord ce prix, je n'en avais pas besoin.
Ensuite, la plus belle partie de la vie d'un écrivain, c'est avant le Goncourt. Bien sûr. Donc autant l'avoir à 88 ans. Bien, je rappelle que vous pouvez poser des questions en levant la main. Voilà, 4e rang, devant. Et vous pouvez toujours donner des secondes réponses à la première question. Ah oui, Vous oui, avez oui, des- très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous vraiment rencontré les personnages des Catilinaires? Non, bien sûr que non. Les Catilinaires est un livre imaginaire D'accord. qui m'a été inspiré par 2 bribes de phrases entendues dans un moyen de transport en commun par des gens que je ne connaissais pas. Les phrases étant et alors, vous êtes heureux à la campagne? La réponse étant non, parce que nous avons un voisin qui vient se taire tous les jours chez nous pendant 2 heures et nous ne parvenons pas à nous en débarrasser. Voilà de quoi le livre est né. Donc je ne savais pas qui étaient ces gens qui parlaient, je ne savais pas qui était le voisin, je ne savais pas pourquoi il venait se taire tous les jours pendant 2 heures chez son voisin, mais j'ai trouvé ça très intriguant. Et pour comprendre cette histoire, je l'ai écrite. Très bien, merci beaucoup. Et si on vous écrit aux éditions Albin Michel, est-ce qu'on vous transmet vraiment le courrier? Bien sûr, Ah bon? il faut mettre Amélie Nothomb sur l'enveloppe. D'accord. C'est moyennant quoi je reçois 100% du courrier et puis il est inutile de mettre une enveloppe dans une enveloppe. Il n'y a aucune censure. D'accord. Et vous passez quasiment tous les matins chez Albin Michel chercher votre Je courrier. passe régulièrement Quasiment. parce que c'est vrai que ma boîte aux lettres chez moi serait trop petite pour recevoir tout ça. Et maintenant je ne vais pas me promettre des châteaux en Espagne, je mets du temps à répondre parce que je suis toute seule pour répondre à tout ça, donc il y a parfois des délais très longs, parfois des délais de 6 mois avant que je réponde, mais du moment que la lettre est intéressante et polie, je réponds. Elles ne le sont pas toutes, Wanda. Non. Mais vous ne pouvez pas avoir des lettres types, les classer par... non, vous répondez Vous avez trouvé un personnellement. secrétaire, là, je pense. C'est- Voulez-vous être mon secrétaire? Non. D'abord, je trouve que il n'y a pas 2 lettres qui se ressemblent, finalement. Bon, il y a des choses qui reviennent, mais il y a toujours quelque chose qui fait que la lettre est étonnante. Et beaucoup de questions personnelles. Oui, je suis pas On se forcée d'y confie répondre. beaucoup à vous. Oh, ça, c'est extraordinaire. Les gens me confient des choses sur leur vie, mais c'est fou. C'est fou. Ça en dit long non seulement sur Ouais. leur vie, mais sur leur besoin de se confier. D'autres questions? C'est la Parmi salle, les très lecteurs de impressionnant. Stupeur et Tremblement, Pardon? par exemple, il y en a certainement beaucoup dans la salle. Je pose la question à la fin, comme ça c'est plus pratique, puisque maintenant je vous ai posé beaucoup de questions. Vous n'en avez pas marre de parler de vous? Non, mais je n'ai pas l'impression de parler de moi. J'ai l'impression de parler de l'écriture, du genre humain. Je n'en ai marre de rien de ce qui m'arrive. Ce qui, en revanche, m'étonne, mais profondément, c'est que les gens s'intéressent à moi. Ça me paraît extrêmement curieux. Et que les livres qui marchent d'autant plus comme Stupeur ou celui-ci, c'est des livres qui parlent de votre vie. Ça doit vous surprendre Oui. qu'on s'intéresse à votre vie à ce moment-là. C'est très étrange, parce que... Et ma réaction, à force de voir tant de gens qui s'intéressent à moi, c'est de m'intéresser de moins en moins à moi. Et on ne devient pas paranoïaque un peu? Non, au contraire, on a peu à peu l'impression de se désintéresser de la question. Je dis, après tout, puisqu'il y a déjà tellement de gens qui s'en préoccupent, je ne dois plus m'en occuper. Est-ce que le succès est angoissant? On discutait tout à l'heure avec Daniel, c'est vrai que 400 000 exemplaires, 450 Stupeurs, celui-ci 300 000. On se dit, Et mais c'est pas jusqu'où fini, hein. Et c'est pas fini. Oui. Il y a Noël qui arrive. Et il y en aura d'autres ce soir. On se dit, mais jusqu'où je vais aller comme ça? Ben, il y a un côté certainement très angoissant, mais je vais quand même pas me lamenter Non. de Surtout vous en sortez un chaque année. de souffrir l'angoisse du succès. Mais c'est vrai qu'il y a une angoisse, et une angoisse qui est croissante. Mais d'autre part, je me suis aussi préparé une philosophie de vie pour le jour où tout ceci sera fini, parce que tout ceci sera fini un jour. Hein. À 88 ans. Ah, je ne sais pas. Mais après tout, même si ça devait être fini l'an prochain, ça a quand même duré 8 ans. Mais c'est pas si mal.
Est-ce que vous, tout à l'heure on a dit 26 langues, la traduction, est-ce que la perception de vos livres dans d'autres pays vous surprend parfois? Oui, complètement. Bon, je ne parlerai même pas du Japon, où évidemment la perception de mes livres est très particulière. Mais il y avait des cas tout à fait étranges. Là, madame me posait la question sur les catilinaires. Mais comment ce livre a été reçu en Finlande, par exemple, c'est tout à fait curieux. Ce livre a été reçu dans tous les pays plus ou moins de la même façon, à savoir que les lecteurs avaient une connivence pour le narrateur. Ce pauvre type qui se fait envahir par son voisin tous les jours. Son voisin vient se taire chez lui tous les jours pendant 2 heures. Quel cauchemar. Sauf en Finlande, où le livre a été reçu complètement à l'envers, où les journalistes finlandais, les lecteurs finlandais disaient « Ce narrateur est vraiment très étrange. Il a un voisin tout à fait normal, qui vient se taire chez lui tous les jours pendant 2 heures, ce que nous faisons tous. Et le narrateur n'a pas l'air d'être content comme ça, et ça a l'air de lui poser un problème. Mais pourquoi? Il n'a qu'à se taire aussi. Voilà. Ouais, c'est des modes de vie qui sont différents. Donc ça m'a appris des choses sur le mode de vie finlandais. Vous n'êtes pas, je crois me souvenir de notre conversation précédente, vous êtes traduit dans une langue très peu commune, et il y a seulement 2 ou 3 auteurs qui sont traduits dans cette langue, non? Ah oui, je suis traduite en espéranto. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était... Normalement, quand je suis traduite en une nouvelle langue, je reçois un contrat via Albin Michel. Bon, ça prend certaines formes, sauf dans le cas de l'espéranto, où j'ai reçu directement une lettre d'une ferme de l'Allier. Voilà, la lettre disait « Nous sommes fermiers dans l'Allier et éditeurs espérantistes dans le monde entier ». Donc ils avaient une double casquette. Et quand ils n'élevaient pas leurs chèvres, ils traduisaient des livres en espéranto et les vendaient dans le monde entier. Et vous êtes le 3e auteur que nous inscrivons à notre catalogue. Et je dis, moi, tout de suite, je leur ai écrit en leur demandant, excusez-moi, mais la curiosité me pousse à vous demander quels sont les 2 premiers auteurs, quels sont les 2 autres auteurs que vous avez inscrits à votre catalogue. Et ils ont répondu que c'était le marquis de Sade et San Antonio. J'ai trouvé cette lignée éditoriale très cohérente. Pas d'autres Bien, questions. encore une ou 2 questions. Si vous le souhaitez, voilà, le micro. On gardera du temps pour les dédicaces, je vous rassure. Comme ça, c'est bien. Depuis la sortie de votre dernier livre, vous avez accordé de nombreuses interviews. Bien sûr, ce sont à peu près les mêmes questions qui sont posées, et vous y répondez. Y a-t-il une question qu'on ne vous a jamais posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Voilà une question intéressante. Je vais certainement vous décevoir. Non. Mais non. De toute façon, ça m'étonne, moi, qu'on me pose des questions alors au point d'en ajouter une. Non. Je vois pas. Je crois que je suis comblée en matière de questions. Vous avez tout eu en plus. Hein. Oui, parce que vous savez, on m'a posé aussi toutes sortes d'autres questions aussi déjà. De même que vous détenez un record qui n'est pas homologué, et c'est peut-être un record mondial. Il ne s'agit pas d'ascension, mais de descension. Vous avez descendu le mont Fuji, 3770 mètres, en 40 minutes. Vous dévalez très bien et vous ajoutez « J'ai le pied sûr comme une chèvre ». Oui. J'ai lu ça. Est-ce que vous allez me demander une démonstration? Disons que je suis assez bonne dans les descensions japonaises, parce que ceux qui ont lu Stupeur et Tremblement verront que là aussi, dans la verticale, j'étais très forte. On fera un essai tout à l'heure avec la chapelle, oui. peut-être. Bien, la dernière, où ça nous permettra peut-être d'avoir un petit peu plus de temps, c'est M. Le Ménère qui va... Et on ne demandera pas à Amélie quel est le prochain, puisqu'elle ne le sait pas. Il suffit de dire la dernière, il y a 3 questions. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander si vous aviez pensé à écrire pour les tubes, enfin les petits-enfants. Est-ce que, maintenant c'est peut-être trop tard, parce que quand on écrit pour les grands, après, je ne sais pas si on a envie d'écrire pour les enfants, mais je me disais que la métaphysique des tubes, un petit peu adaptée, ça pourrait être vraiment très sympa, en petit roman. En effet, ça serait certainement très intéressant. J'ai fait une seule tentative dans ma vie pour écrire pour les enfants. C'est un livre qui est d'ailleurs paru en Belgique chez un petit éditeur artistique et qui s'appelle Brillant comme une casserole. Mais c'était très difficile. Vous savez, quand j'écris mes livres habituels,
je ne pense absolument pas au lecteur. Je suis dans ma transe, je ne me pose pas la question de savoir comment mon livre va être reçu. Tandis que là, écrivant pour les enfants, je devais y penser. Et ça changeait tout, ça me mettait dans une espèce d'état paranoïaque. Je ne dis pas que c'était inintéressant, mais c'était vraiment très difficile. Et je dirais que ça m'est moins naturel. En revanche, bon, c'est vrai que je n'écris pas directement pour les enfants, mais une chose qui me frappe, c'est que je suis lue par des lecteurs de tous les âges, y compris des lecteurs extrêmement jeunes. J'ai même des lecteurs de 9-10 ans, pour mes livres adultes. Bon, ce sont sans doute des enfants qui sont assez en avance, mais enfin, ils les lisent et ils les lisent avec plaisir. Donc, c'est peut-être ma manière d'être auteur pour enfants, quoi. Bien, un micro va peut-être venir pour Monsieur Le Ménère qui va s'exprimer quelques instants, à moins qu'il y ait... Voilà, mademoiselle, vous venez, voilà. Y a-t-il une ultime question avant le mot de la fin? Oui, alors voilà, ça sera la vraie dernière, celle-là. De la part de mon fils, Christian. Christian comment? Christian Évrard. Il est ici? Oui, il est ici, oui. Oh, mais je suis enchantée, parce que ça fait longtemps que je corresponds avec vous, Christian. Eh bien oui, il est sur son fauteuil, il vous regarde. C'est la preuve que vous Je répondez. suis ravie, je suis vraiment ravie. Alors, mon fils demande, parce que comme il a une trachéo, donc sa voix n'est pas très haute, hein, alors c'est moi qui parle à sa place. Alors, comment vous est venue l'idée de Péplum? Ah, le cas de Péplum a été un cas bien particulier, mais bon, tous mes livres sont des cas particuliers. Le livre Péplum est né en moi comme le commencement du livre. Le commencement du livre est une opération à l'hôpital sous anesthésie générale suivie d'un réveil anesthésique. C'est comme ça que l'idée m'est venue. J'avais été opérée sous anesthésie générale et pendant le réveil anesthésique, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, je n'ai jamais eu d'autre anesthésie. J'étais entre deux eaux complètement... allez savoir pourquoi, j'ai commencé à penser à Pompéi pendant le réveil anesthésique. Je ne vois toujours pas le rapport entre mon anesthésie et Pompéi. Et pendant tout mon délire post-anesthésique, je me disais, mais c'est pas normal ce qui s'est passé à Pompéi, ça doit être un coup monté, ça ne peut pas être naturel. Et il en est sorti Péplum. Bien, Monsieur Le Ménère, le micro va venir à vous. Je voudrais suggérer peut-être que, après la conférence, vous restiez assis quelques instants, le temps que Amélie Nothomb puisse aller directement au bout de la salle. Pour les dédicaces. Merci. Eh bien, écoutez, comme il est de tradition, puisque nous sommes dans le dortoir des moines à l'abbaye de l'Épau, au Conseil général, je voudrais me faire l'interprète du public nombreux qui est venu vous rencontrer pour vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous dire que nous avons eu l'occasion depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, de vous croiser à maintes occasions, que ce soit sur les hebdomadaires ou encore plus récemment dans le TGV où votre portrait était dans chaque compartiment présentant le nouvel écrivain, et ce qui me donnait l'occasion d'ailleurs de voyager régulièrement chaque semaine jusqu'à Nantes avec vous. Mais je crois que nous avons été surtout heureux de découvrir un écrivain moderne avec de l'humour, un humour qui n'empêche pas, je crois, le carpe diem que vous affectionnez malgré tout, mais aussi, je crois, l'introspection, parce que je crois que vos livres sont aimés par un public, on le voit, divers, parce qu'ils conduisent chacun à cette introspection et que le dernier livre est sans doute celui qui le permet encore plus que les autres. Et donc je voudrais que pour tout ça, le public vous remercie chaleureusement en attendant d'aller dédicacer son livre. Merci beaucoup. Merci.